Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire TechNet sur la GEV aujourd'hui. Le sujet de la discussion aujourd'hui est: que nous dit la GEV sur l'évolution des chaînes d'approvisionnement des vaccins de 2010 à 2022? Vous pouvez poser vos questions tout le long de cette présentation, n'hésitez pas. Il y a une section Q&A, questions-réponses, dans laquelle vous pouvez poser des questions. Si vous ne trouvez pas, vraiment, vous pouvez poser aussi dans le chat, mais de préférence, s'il vous plaît, dans la section questions-réponses. Je vais laisser la parole à Idrissa dans une minute. Je voulais aussi juste ajouter avant cela que cette session est enregistrée et nous vous ferons suivre le lien vers l'enregistrement ainsi que vers la présentation. Idrissa, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Alex, pour cette introduction. Euh, Bienvenue aux participants qui sont avec nous. Bon après-midi à tous. Nous sommes très heureux de vous présenter quelques faits saillants sur l'analyse des données globales de la GEF1 et de vous donner aussi un aperçu de ce que la GEF2 fournira en termes de données, d'outils d'analyse globale. Donc, comme Alex a dit tout à l'heure, je serai avec doyen Adama Sawadogo de Balanzan Institute et aussi avec le doyen Modibo de Balanzan Institute. Moi, je suis Idrissa Traoré de UNICEF basé à Dakar. Rapidement, le contenu de cette présentation, nous aurons 4 points. Le premier point que je vais présenter sera sur le cadre de la GEF1. Le deuxième point sur l'analyse des données de la GEF1 au niveau global que je vais démarrer et qui sera complété par le doyen Adama ou Modibo. Et ensuite, les points 3 et 4 sur le cadre de la GEF2 et l'analyse des données de la GEF2 au niveau global seront présentés par Adama. Donc, rapidement, sur le cadre de la GEF1, les différents critères et les différentes exigences, nous savons tous, je pense que vous savez tous que la GEF évalue chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, sur la GEF1, on a défini 4 niveaux de la chaîne d'approvisionnement, du niveau central, niveau district, niveau subnational, niveau service point, le point de service, dont la GEF évalue chaque niveau. Et pour pouvoir évaluer ces différents niveaux, la GEV se base sur des critères. Nous avons 9 critères de la GEV à travers les critères 1 sur la réception jusqu'au critère 9 sur les systèmes d'information. Je ne vais pas revenir en détail sur tous ces critères, mais juste vous dire qu'au niveau de chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement qu'on a vu précédemment, tous ces 9 critères-là sont évalués, sauf voilà, le critère 1 qui est juste au niveau central et les autres critères à tous les niveaux. Je reviendrai sur le critère E9 tout à l'heure, qui est avant 2015, qui était sur les systèmes d'information et les fonctions de soutien. Mais après 2015, on voit que le critère 9 a évolué en la gestion des déchets parce qu'on s'est rendu compte que la gestion des déchets n'était pas très bien évaluée et que le programme de vaccination produisait une énorme quantité de déchets biomédicaux. Donc aussi, vous allez voir tout à l'heure que quand Modibo Wardama parleront de l'évolution du critère 9, E9, il ne faut pas trop s'attarder sur le critère E9 puisque on voit qu'on part de la système d'information à la gestion des déchets. Donc, il ne faut pas qu'on puisse s'attarder sur cette évolution-là. Au niveau de la GEF, comme on l'a dit, la GEF évalue en fait, les différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement et pour chaque niveau, on a 9 critères. Donc, la GEF définit des exigences. On a au niveau des exigences, à peu près 400 exigences au niveau central, à 150 exigences au niveau centre de santé. Et chaque exigence est notée et ces notes d'exigence sont agrégées pour donner des notes de critères.
Donc, comme on a dit, les critères E1 à E9 qui sont évalués à chaque niveau, aux différents 4 niveaux. Et ces notes de critères sont aussi agrégées pour donner des notes composites. Et on a une seule note composite par évaluation. Donc, le référentiel de la GEV1 en fait, est regroupé à 9 critères et à chacun des 4 niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, sur l'analyse des données de la GEV1 au niveau global, on verra d'abord quelques métadonnées avant de passer la parole au doyen Adama tout à l'heure. Sur ce graphique, on voit l'adoption rapide de la GEV1 de 2010 jusqu'en 2020. On voit que l'adoption de la GEV1 a été très rapide, mais aussi une certaine décélération au cours des 10 dernières années. Mais heureusement, avec la GEV2 actuellement, qui a ravivé l'intérêt pour la GEV, on a déjà à peu près 25 évaluations de la GEV2 au cours des 3 dernières années. Et actuellement, la demande explose parce que la GEV2 a été débutée en 2019 et la dernière évaluation de la GEV1, je pense que c'est terminé en 2020. Donc, pour moi, pour terminer, vous montrer cette carte, vous voyez, la carte montre les différents pays où la GEV1 a été complétée. On voit que la plupart des pays sont en Afrique et en Asie, mais on espère qu'au niveau de la GEV2, pouvoir propager cette GEV2-là dans le monde entier en incluant les pays de l'Amérique, du Moyen-Orient et de l'Europe. Donc, c'était tout pour moi. Je passe maintenant la parole à Adama pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Idrissa. Je continue donc sur ces informations sur la GEV1, notamment en ce qui concerne donc les évaluations les plus récentes de 2009 à 2020, donc qui ont servi donc aux analyses que je vais présenter. Il s'agit des scores, des critères de la GEV1. Suivant. Suivant. Idrissa? Merci. Alors, voilà, ce graphique montre un peu les scores de critères, donc de 2009 à 2020, donc pour les évaluations qui ont eu lieu dans cette période-là, utilisant la GEV1. Et vous voyez que les scores en noir, c'est les scores au niveau donc, qui concerne l'entrepôt primaire ou central. En bleu foncé, c'est le niveau intermédiaire ou sous-national. En bleu clair, c'est le niveau, dernier niveau de distribution ou district. Et puis en blanc, c'est le niveau de prestation de service. Vous regardez un peu les différents critères de E1 à E9. Quand vous regardez ces scores-là, le graphique montre très bien que les scores médians diminuent du niveau central vers le niveau périphérique, donc vers les points de service, pour tous les critères, sauf les critères E2, qui montrent une tendance contraire. Les critères les plus forts sont E3 et E8, pour lesquels les scores médians sont supérieurs en général à 80% à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Et les critères les plus faibles sont en général E2, E7 et E9, pour lesquels les scores médians sont en général inférieurs à 80% à tous les niveaux. Suivant. Alors, par rapport au score des critères par région, suivant. Voilà, en utilisant la même légende, le noir pour le niveau primaire, etc., comme j'avais expliqué auparavant, on peut regarder que par rapport aux régions de l'OMS, aux 6 régions de l'OMS, la région Afrique, la région méditerranéenne, la région Europe, la région Amérique, la région sud-est asiatique et la région ouest pacifique. Alors, on voit qu'en dehors des régions Euro et Amérique, peu de pays répondent à la norme de la GEV pour la gestion de la température. Donc, la gestion de la température est vraiment critique pour la plupart des régions.
dans la région euro, plus de 50% des pays évalués satisfont à la norme au niveau de dernier niveau de distribution et des points de service. Et dans la région Amérique, il y a plus de 50% des pays évalués qui satisfont à la norme. Il faut dire que la région Amérique, comme Idrissa l'avait montré, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de pays comparés à des régions comme la région africaine ou la région asiatique. Donc, il est facile de constater donc pour les pays qui ont été évalués, en général, ils ont plus de 50%. Ils sont à plus de 50%, ils sont à plus de 50% satisfaisants pour la norme, tous les niveaux de la GF. Suivant. Alors, en ce qui concerne les capacités de stockage en particulier, voilà, basées sur 45 évaluations dans les différentes régions de l'OMS, comme je venais de le dire, vous voyez comment la distribution des scores se présente au niveau de la région africaine, depuis le niveau central jusqu'au niveau point de service, et même chose. Donc, on constate une tendance à la diminution du niveau central au niveau périphérique dans toutes les régions. Et les scores médians sont supérieurs à 80% à chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement dans toutes les régions, sauf au niveau des points de prestation de services, ceci dans la région africaine, dans la région Ouest Pacifique et au niveau des districts, au niveau de la région Ouest Pacifique. Suivant. Suivant. OK. Si on prend un autre critère, qui est le critère E6, gestion des stocks, voilà aussi comment se présente la distribution. Je pense qu'on n'a pas besoin de commenter. Vous voyez comment ça, dans la région africaine, quand on va du niveau central vers le niveau périphérique, la gestion de stocks devient problématique. Je pense que, à l'exception enfin, disons, l'Afrique fait exception parce que les autres montrent quand même qu'au niveau sous-national, on peut constater de meilleurs résultats par rapport au niveau central. Mais du niveau sous-national au niveau périphérique, la même tendance s'observe, c'est-à-dire que quand on va du niveau sous-national vers le niveau périphérique, dans toutes les régions, on a une régression donc, des scores. Suivant. Alors, comment évoluent les scores de critères quand on compare la première évaluation GEV à la dernière évaluation GEV? Ceci, basé sur 64 pays. Et suivant, on va voir donc comment évolue. On voit que les premières évaluations sont en vert et les dernières évaluations sont en, j'allais dire, en rouge ou orange plutôt. Donc, vous voyez, quand on va du niveau central au niveau périphérique, pour le graphique d'en haut, on voit qu'il y a une amélioration modérée au niveau donc, des entrepôts primaires, des entrepôts de niveau sous-national et des entrepôts de niveau district. On constate donc qu'il y a une amélioration, mais une amélioration modérée. Par contre, il y a peu ou pas d'amélioration au niveau prestation de services. En fait, les premières évaluations, les dernières évaluations donnent à peu près les mêmes scores au niveau périphérique, mais une tendance à une amélioration modérée au niveau des autres niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Par contre, si on regarde ça de critère en critère, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe au niveau du critère E1 jusqu'au critère E9, on sent quand même une amélioration significative pour certains critères, notamment le critère E3, hein, vous voyez le critère E3, comme on appelle capacité de stockage, le critère E8, qui est en fait la gestion des vaccins, et une amélioration modérée pour les critères E1, hein, réception des vaccins au niveau central, E6 qui correspond donc à la gestion des stocks, et E7 qui correspond qui en fait concerne la distribution des vaccins. Et il n'y a pas d'amélioration du tout pour la gestion de la température, E2, et pour la maintenance. Ça reste des critères qui sont restés statiques. Il n'y a pas eu d'amélioration du tout. Suivant. Alors, si on regarde maintenant les scores moyens des critères, là aussi, on remarque entre les premières évaluations et les dernières évaluations, je rappelle que les premières sont en vert et les dernières en orange, il y a une amélioration constante à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement quand on regarde par exemple les scores moyens. Et quand on regarde au niveau des critères,
les scores moyens au niveau des critères, il y a aussi une amélioration significative de tous les critères. Donc ça, c'est vraiment une note positive par rapport donc au développement des plans d'amélioration qui ont contribué par leur mise en œuvre à améliorer donc les scores moyens depuis la première évaluation à la dernière évaluation. Suivant. Alors, les indicateurs sélectionnés, on va regarder un peu pour des scores, des indicateurs sélectionnés, comment la situation se présente. Suivant. Alors, si on regarde, par exemple, pour les infrastructures, donc, on peut regarder par rapport donc, aux différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Encore, le noir, c'est le niveau central. Le bleu foncé, c'est le niveau sous-national, région ou province. Le bleu clair, c'est le niveau district ou dernier niveau de distribution. Et le blanc, c'est le niveau point de service. Vous pouvez regarder donc au niveau des infrastructures, vous voyez, la tendance peut être vraiment visible sur le graphique pour les différentes exigences qui sont présentées. Donc, vous voyez comment le noir se présente, le bleu foncé se présente, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que le graphique le montre très bien. Suivant. 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 Voilà. Donc, pour la disponibilité des vaccins, vous voyez aussi comment ça se présente par niveau. Donc, au niveau central, enfin primaire, entrepôt primaire, jusqu'au niveau périphérique, vous voyez comment le pourcentage, si on prend par exemple les modèles d'enregistrement de stock qui contiennent tous les champs obligatoires, regardez comment ça se présente. Le deuxième bloc, si on regarde le pourcentage d'installation avec un bon appariement des niveaux de stock de vaccins et de diluants, c'est-à-dire que qui vraiment, ça parie très bien. Donc, vous voyez, ça se présente de l'ordre de 60% partout. Bon, donc, il y a quand même des efforts à faire. Si on regarde aussi le pourcentage de établissements ayant des dossiers précis, exacts sur les stocks de vaccins, avec donc une non-concordance avec le niveau de stock réel, vous voyez, il y a quand même matière à se poser des questions parce que ça ne représente qu'autour de 66-70% pour l'ensemble. Donc, il y a de la place à l'amélioration, etc., etc. Suivant. Voilà, suivant. Suivant. Voilà, pour les indicateurs de qualité, par exemple, on regarde au niveau central, au niveau des entrepôts primaires, le pourcentage de pays qui ont réalisé une étude de surveillance systématique de la température. Bon, vous savez que ça, c'est une recommandation très forte de la GEV. Il faut périodiquement faire une étude de température tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Vous voyez qu'il n'y a que 23% des pays qui l'ont fait de 2009 à 2020. Donc, ce n'est vraiment pas réluisant, même il y a un effort à faire. Même chose, pourcentage des chambres froides pour lesquelles il y a un rapport de cartographie, je pense que c'est un aspect aussi qui mérite beaucoup d'efforts parce que le pourcentage de pays qui l'ont réalisé se situe autour de 30%. Par contre, si on prend par exemple le pourcentage d'installations dans lesquelles tous les réfrigérateurs de vaccins sont conformes aux spécifications du PIS, du PQS, pardon, vous voyez qu'on tourne pratiquement, bon, c'est une bonne, autour de 90%, c'est pas mal, même s'il y a encore de la place à l'amélioration. Et les installations pour lesquelles du kérosène ou du gaz est toujours disponible, bon, vous voyez que ça date de la période où on était encore à l'utilisation de ces types d'énergie. Donc, voilà, mais ce n'était pas réduisant, autour de 50-60%. Suivant. Suivant, ça n'avance pas. Hein. Alors, les indicateurs d'efficacité, ceux qui ont fait des inventaires d'équipements de chaînes de froid qui sont à jour, vous voyez, c'est autour de 50%, même moins. Hein, plus on va vers le niveau périphérique et le pourcentage diminue. On peut se réjouir un peu du pourcentage de réfrigérateurs qui sont entièrement fonctionnels. Je pense que là, bon, on caracole autour de 90%, c'est pas mal, même s'il y a encore des efforts à faire au niveau intermédiaire et périphérique. Et même chose par rapport aux installations dotées d'une connexion téléphonique ou Internet fonctionnel, etc. Alors donc, véritablement,
lorsqu'on prend l'indicateur d'efficacité, il y a vraiment des zones d'amélioration. La plupart des pays ne disposent pas d'inventaire à jour. Et puis, ils utilisent le système de gestion de stock sur papier pour la plupart. Et donc, je pense que pour la plupart, disons 25 à 40% des magasins sous-nationaux. Voilà. Suivant. 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 Voilà. Encore, si on veut comparer la première évaluation par rapport à la dernière évaluation pour les scores des indicateurs que nous venons de voir, nous pouvons regarder encore, suivant, nous pouvons regarder comment les choses évoluent. Ici, en vert, c'est les premières évaluations, en orange, c'est les dernières évaluations, et on regarde un peu par rapport au score des indicateurs de qualité. Vous voyez, de plus en plus, les chambres froides sont équipées de systèmes de surveillance continue. Ça, c'est par exemple le premier indicateur. Le deuxième indicateur, les pays en fait équipent les réfrigérateurs de dispositifs 30 jours d'enregistreurs 30 jours à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, etc. Et puis, les indicateurs de congélation ne sont pas toujours systématiquement utilisés. Donc, vous voyez qu'on n'a pas évolué par rapport à cet indicateur-là. Et puis, il y a une très légère augmentation du nombre d'établissements de santé dans lesquels tous les PCV se trouvent donc au point de non-utilisation. Suivant. Adama. Suivant. Adama. Oui. Adama. Oui. Juste pour information, Modibo est de retour si jamais. Ah, ok. S'il veut prendre quelque temps, Modibo. Oui. OK. En fait, je présentais au nom de Modibo, mais il est arrivé. Donc mais bon, tu as déjà pratiquement fini. Dis quand même quelques mots. Hein? Allez, continue, dis quelques mots. Allô? Allô, oui? Oui, tu veux dire quelques mots? Non, je te laisse continuer. OK, donc c'est bon. Merci. Suivant. Oui, suivant. Voilà. Ici, c'est au niveau de l'indicateur d'efficacité. Quand on regarde les premières évaluations en vert et les dernières évaluations en orange, bon, on voit qu'il y a quand même quelques tendances à l'amélioration. On a eu une amélioration importante du nombre de magasins nationaux qui ont des stocks d'équipements de la chaîne de froid à jour, donc un inventaire d'équipements à jour. Et il y a aussi le pourcentage, là, les premières évaluations plutôt, les premières évaluations en vert semblent être beaucoup plus réussies montrent des scores plus élevés que les dernières évaluations en orange. C'est le pourcentage d'installations dotées d'une connexion téléphonique, radio ou Internet fonctionnel. Donc, le nombre d'établissements de santé dotés a diminué. Donc, vous voyez, on a régressé. Et puis, le nombre d'installations dotées d'un système informatisé de gestion de stock a connu une augmentation, je dirais, modérée à tous les niveaux. Donc, c'est bien à prendre, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour cet indicateur d'efficacité. Suivant. 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 Voilà. Donc, je m'arrête là pour les quelques analyses que, en fait, les données récoltées dans les pays pour toutes les évaluations qui ont été faites durant la période 2009, 2010, 2020, 2019, donc les 10 ans de l'utilisation de la GEV1, donc a permis à travers toutes ces analyses qui sont faites au niveau global de montrer quand même quelques tendances. Il y en a qui sont réussies, il y en a qui se demandent plus d'efforts encore. Et donc, c'est dans cette situation qu'arrive donc la GEV2 qui bâtit sur la GEV1 en réalité, il ne faut pas l'oublier, et qui améliore en fait, qui apprend de la GEV1 pour améliorer en fait le cadre. Et là, je vais vous présenter le cadre de la GEV2 suivant. Alors, le cadre de la GEV2, différemment à la différence du cadre de la GEV1,
utilise en fait un cadre économique. Hein? C'est-à-dire qu'on part de l'idée qu'une fonction économique, une fonction tout court, nécessite des intrants pour atteindre un résultat ou un rendement souhaité. Voilà. Les intrants, ça peut être quoi? Ça peut être du personnel, ça peut être des équipements, etc. Et pour pouvoir atteindre un résultat. Donc, c'est ça, en fait, le cadre économique que la GF2 essaie d'exploiter. Suivant. Alors, si on regarde les opérations, suivant. Si on regarde les opérations, ça ne bouge pas? OK, suivant. Suivant. Voilà. Si on regarde en fait, si on regarde en fait le cadre de la GF2, on reviendra sur ce que j'ai dépassé, mais je vais revenir plus tard, vous allez mieux comprendre, c'est que la GF2 établit des normes pour la chaîne d'approvisionnement de la vaccination, ça on le sait. Et la GF2 établit également des normes pour les intrants. Les intrants, les résultats et les performances. Nous allons revenir lorsqu'on aura le graphique, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Et la GF2 établit des normes pour les fonctions exercées dans les entrepôts de vaccins et les points de prestation. Et la GF2 établit les normes pour les fonctions exercées au niveau du programme. Donc, il y a les fonctions exercées au niveau des établissements, mais il y a aussi les fonctions exercées au niveau du programme. On va revenir sur tout ça pour développer. Et les normes d'intrants sont regroupées en 6 catégories qui sont différentes, comme on pourrait appeler ça facteurs de production. Donc, suivant. Donc, voilà. Donc, voilà le cadre de la GF2. On parlait de catégories d'intrants. Voilà. Et dans ces catégories d'intrants-là, vous avez 6 catégories d'intrants. OK? Et qui sont listées C1, C2, C3, C4, C5, C6. Et c'est à partir de ces intrants-là que les fonctions de la GF2, qui sont en fait énumérées au milieu, à commencer par E1 à E9, qui sont en fait les fonctions d'exploitation des installations. Voilà. Et puis, on a ajouté dans la GF2 4 fonctions de gestion des établissements, qui sont les fonctions M1, M2, M3, M4. OK? Et vous rappelez que la GF2 ici établit les normes pour ce qu'on pourrait appeler les produits, les résultats. Ça, c'est la colonne O. Et la GF2 établit également des normes pour la performance. Voyez-vous? Et quand on revient, vous voyez que pour chaque colonne d'intrants, nous avons effectivement des exigences pour chaque colonne, mais enfin pour la plupart des colonnes. Vous remarquerez qu'il y a des colonnes ou des lignes où il n'y a pas qu'on appelle le stick qui indique en fait l'existence d'exigences. Vous voyez qu'il y a des colonnes, des cellules qui ne sont pas marquées donc de stick-là. Donc, en principe, on pouvait définir des exigences, mais dans la pratique, ces cellules-là sont vides parce qu'on n'a pas défini d'exigences pour ces choses. Donc, on va dire que parfois, ce n'est pas applicable. Donc, c'est pourquoi on a ces cases qui sont vides. Donc, retenez les catégories d'intrants, les fonctions qui sont listées au milieu et les catégories de résultats et de performance. C'est ça le cadre de la GF2. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est le cadre pour les opérations et la gestion dans les établissements, les entrepôts et les établissements de prestation de services. Il y a un autre cadre, on va revenir après, mais on continue avec suivant, avec les opérations et gestion de l'établissement. Vous remarquerez que si, par exemple, je prends, je dirais plutôt qu'une gestion efficace et efficiente des stocks nécessite beaucoup de choses. Voyez-vous, si on prend par exemple le E6, la fonction E6 qui est au milieu, vous voyez que c'est écrit E6, gestion des stocks. Je prends cet exemple-là. Donc, un autre exemple, c'est la prévision annuelle des besoins, qui est M1, mais ça, qui n'a pas d'infrastructure. Mais revenons par exemple à la fonction E6. Vous voyez que la fonction E6, vous avez besoin d'intrants. L'intrant au niveau des équipements, pour, par exemple, pour pouvoir faire la gestion des stocks, vous avez peut-être certainement besoin d'un équipement, par exemple l'ordinateur. Vous avez besoin d'une technologie, c'est le logiciel. Vous avez besoin d'un personnel formé, c'est les ressources humaines. Vous avez besoin d'une politique ou des procédures, c'est les procédures opératoires normalisées, etc.
Et vous allez avoir comme résultat, vous allez produire des enregistrements de stock, vous allez faire des graphiques, vous allez aussi avoir la performance, c'est-à-dire c'est de savoir si vous avez des ruptures de stock ou vous n'avez pas de rupture. C'est ça la performance. Si avec le temps, vous n'avez même pas de rupture de stock, c'est ça une performance. Donc, voyez-vous, on parle des intrants et la fonction se détermine en résultat et en performance. C'est la même chose. J'ai l'habitude de prendre l'exemple d'une équipe de football. Vous avez besoin d'une infrastructure, c'est le terrain. Vous avez besoin d'équipement, c'est les poteaux. Vous avez besoin de ballons. Vous avez besoin de technologie. Certainement, vous avez des manuels pour faire, comme on appelle, des simulations de jeux à l'ordinateur pour voir un peu comment ça se passe et puis visionner les jeux des autres, etc. Vous avez besoin de ressources humaines, c'est les joueurs. Vous avez besoin de procédures, c'est les règles de jeu. Vous avez besoin de ressources humaines, il faut payer les joueurs, etc. Et la fonction va donner, vous avez gagné des matchs, vous avez gagné des matchs, vous avez gagné des matchs. Et si vous gagnez des matchs, la performance, c'est que vous êtes qualifié à la Coupe du Monde ou bien vous êtes qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations, etc. C'est ça la performance. Donc, c'est ça le cadre de la GF2 suivant. Mais le cadre de la GF2 ne se limite pas seulement aux établissements. Il y a aussi le programme. Le programme, c'est quoi? Le programme, c'est en fait les fonctions d'opération E1, E9 à E9 et les fonctions de gestion, comme vous avez vu, M1 à M4, sont effectuées dans les établissements. Et elles nécessitent bien sûr les 6 catégories d'intrants dont je venais de parler. Mais qui fournit ces intrants? C'est ça la question. Qui fournit ces intrants? C'est le programme. Alors, comment est géré le programme? C'est ça le cadre de la GF2, gestion de programme. La GF2 définit donc 7 fonctions de gestion de programme, qui sont listées ici, réalisées par le personnel au niveau national, n'est-ce pas? C'est le gestionnaire du PEV, c'est le gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement, c'est le technicien chaîne de froid, c'est le gestionnaire de données. C'est eux qui, effectivement, au niveau du programme, gèrent ces fonctions-là. Voilà. Donc, ces fonctions sont suivantes. Voilà. Voilà. Si, par exemple, je prends la fonction gestion des équipements, bon, voilà, quelques intrants, c'est que effectivement, vous avez besoin d'un logiciel et voilà, un logiciel qui va servir donc à la gestion des équipements. Vous avez besoin d'un personnel qui soit formé, vous avez besoin de politique ou de procédures et vous avez besoin de financement. Et si vous avez ça, cette fonction va peut-être vous amener à avoir des inventaires à jour et puis vous allez avoir comme performance des équipements qui sont tout le temps fonctionnels parce que ils ont été bien entretenus. Et donc, vous connaissez à jour, ça veut dire que vous avez tout le temps l'âge de l'inventaire est à jour, ça veut dire que vous avez tout, l'âge de l'équipement, la marque, le modèle, l'état fonctionnel, l'emplacement, etc. Vous avez ça à jour. Donc, voilà. Donc, suivant. Alors, en dehors donc de la fonction de la gestion du programme, la GF2 définit aussi la fonction de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous voyez, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau établissement, niveau programme et niveau de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble. Donc, voilà, la GF2 évalue donc la performance de la chaîne d'approvisionnement à chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement dans chaque établissement. Ici, la fonction de chaîne d'approvisionnement est présentée dans le même cadre, mais on évalue en fait que la performance. C'est-à-dire que dans le cadre de l'évaluation de la fonction de la chaîne d'approvisionnement, on ne va pas aller chercher quels sont les intrants, quels sont les quoi. Non, on va aller directement évaluer la chaîne d'approvisionnement à travers ses performances. Comment mesurer la performance de la chaîne d'approvisionnement? Alors, lorsque toutes les opérations d'établissement et la gestion de l'établissement fonctionnent comme prévu, normalement, la chaîne d'approvisionnement devrait bien fonctionner. Donc, on va aller à travers donc 3 aspects, suivants, 3 aspects de l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement. Ça va être la disponibilité. Chaque établissement est toujours en mesure de répondre à la demande de vaccins et de seringues. C'est ça la disponibilité. Ensuite, la qualité de la chaîne d'approvisionnement. Les vaccins disponibles sont en bon état, ne sont pas endommagés par la température et ne sont pas périmés. Voilà. Et l'efficacité, c'est-à-dire que les taux de perte de vaccins sont vraiment minimisés. Donc voilà, avec les 3 éléments sur lesquels on va mesurer
la chaîne, la fonction de la chaîne d'approvisionnement. Suivant. Ouais, ça, je venais de le dire. Suivant. Voilà. Donc, voilà comment se présente donc, le cadre de la GEV. Vous avez, dans son intégralité, vous avez la GEV qui évalue les intrants, les résultats ou produits et la performance de la gestion du programme. Ça, c'est le premier graphique en haut. Donc, ça, c'est la gestion du programme à travers ces 7 fonctions. Ensuite, il y a la GEV2 évalue les intrants, les produits et la performance des opérations de la gestion des entrepôts de vaccins à chaque niveau et point de service, n'est-ce pas? Ça, c'est au niveau des établissements. Et là, vous avez 9 fonctions opérationnelles et 4 fonctions de gestion. Voilà, ça, c'est le tableau au milieu. Et le tableau tout en bas de votre écran, n'est-ce pas? La GEV2 évalue la performance de la chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas? Et ça, à travers les 3 performances, les 3 indicateurs de performance dont je venais de parler, disponibilité, qualité, efficacité. Voilà un peu la GEV2 dans son ensemble, comment le cadre se présente. Suivant. Alors, donc, voilà. Donc, ça, ça je pense que je l'ai déjà dit. Mais notez qu'effectivement, la performance du programme sera ressentie effectivement si tous les aspects intrants et tout ça sont réglés au niveau des établissements. Parce que c'est ça que je veux dire, s'il n'y a pas, si les établissements ne fonctionnent pas bien, il ne faut pas effectivement s'attendre à ce qu'il y ait performance de la chaîne d'approvisionnement. Mais en même temps, il faut aller questionner au niveau du programme pourquoi les établissements n'ont pas les intrants qu'il faut pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, c'est interlié. Ces 3 sont vraiment interliés. Suivant. Alors, c'est bien beau tout ça, mais il faut qu'on puisse donner au niveau des analyses un aperçu de comment, effectivement, les données se présentent. Donc, nous avons vu pour le cas de la GEV1 et nous allons voir un peu dans le cas de la GEV2 quel est l'aperçu au niveau mondial. Suivant. Il faut dire que l'aperçu, il y a du travail qui est toujours en cours, je devrais dire, par rapport donc au site qui va être développé, le site GEV, qui va développer donc des aperçus. C'est en cours de développement. Donc, soyez patients. Je crois que d'ici la fin de l'année, on devrait avoir des éléments pour pouvoir illustrer les performances des chaînes d'approvisionnement telles que évaluées par la GEV2. OK? Mais rassurez-vous, le site web ne donnera pas accès à aucune donnée individuelle d'établissement. Non. Ça va plutôt être des données agrégées au niveau chaîne d'approvisionnement, au niveau national, au niveau régional et au niveau global. Donc, à partir des données pays, on va agréger donc les informations dans le nouvel aperçu qui va être donné sur le site GEV2 qui est en développement. On aura un aperçu, non pas sur des données individuelles d'établissement, mais plutôt sur des données agrégées au niveau chaîne d'approvisionnement nationale, régionale et mondiale. Suivant. Alors, ceci est la page d'accueil actuelle. Donc, c'est en construction, comme je vous ai dit, il est en cours de test et devrait en tout cas être prêt d'ici la fin de l'année. Au moins, une partie des fonctionnalités devrait être prête. Suivant. Voilà, donc vous voyez que c'est le site de la GEV2. Donc, il y aura en fait une composante qui va parler donc de l'aperçu des progrès de la chaîne d'approvisionnement de vaccination dans le monde à travers un certain nombre d'indicateurs ou de graphiques agrégés. Suivant. Alors, parmi ces graphiques, on va certainement avoir le tableau chromatographique qui permet en fait de façon instantanée de voir les scores de catégories, de critères et d'exigences à un moment donné, mais aussi l'évolution temporelle des scores et des comparaisons de régions. Voyez-vous, par exemple, le tableau de bord le plus populaire, c'est bien sûr la carte chromatographique, comme vous voyez sur l'écran.
OK? C'est un reflet direct du cadre de la GEF2 parce que vous pouvez voir les catégories d'intrants, les catégories de résultats et puis la catégorie performance qui sont reflétées. Et donc, avec toutes les fonctions de E1 à M4 qui sont reflétées. Voilà. Voici donc, par exemple, ça, c'est le tableau pour la région africaine. C'est un exemple, hein, ça ne traduit pas une réalité, mais c'est un exemple, j'allais dire, un peu fictif. Pour la région africaine, regardez sur le côté gauche de votre écran, vous avez vu que la région africaine est sélectionnée et vous avez vu que c'est les critères opération et gestion qui est sélectionné. Donc, ça présente donc pour la région africaine voilà, tous les critères d'opération et de gestion des établissements en termes de score. Suivant. Alors, est-ce qu'on... Voilà. Maintenant, ceci, c'est en fait, ce tableau-là montre en fait, le choix, c'est toujours la région africaine. Et puis, les opérations et gestion, je pense qu'on doit changer de slide suivant. Voilà. Et ici, on a choisi seulement, vous voyez, le niveau. Le niveau qui a été choisi, c'est le niveau point de prestation de service. Et la région, c'est la région africaine. Et les critères qu'on a retenus, c'est toujours les opérations et la gestion au niveau des établissements. Et ça nous présente le tableau chromatographique donc, de cette région africaine-là. Ça va être des choses comme ça, agrégées par région ou par type, par niveau. Comme par exemple, ici, c'est le niveau SP qui est, vous voyez les deux flèches là qui ont choisi, par exemple, la région africaine et le niveau SP suivant. Alors, ici, c'est toujours la région africaine avec le niveau de tous les SP, mais on a choisi effectivement la gestion des opérations, disons les critères d'opération et de gestion dans les établissements. Suivant, on peut également, suivant, voilà, sélectionner, aller zoomer dans des cellules spécifiques et voir qu'est-ce que, par exemple, la cellule ressources humaines et distribution des vaccins offre comme détail. Donc, on peut aller regarder. Suivant. Voilà. Si on zoome, on peut aller regarder les exigences qui sont liées donc à ce critère-là. Comme je disais tantôt, au croisement donc, des ressources humaines et de la distribution des vaccins. Vous voyez, il y a 3 exigences qui doivent être satisfaites et vous voyez qu'aucune de ces exigences n'a vraiment été bonne puisque on est seulement autour de 50%, non même pas. Non, on a seulement 0,5 sur 5 ou 1. Et puis l'autre, c'est 2, le plus haut, c'est 2 sur 5. Voilà. Donc, non, par contre, on a 2 sur 5 pour le 3e critère, donc il n'est pas très bon. Et par contre, les autres, on a 0,5 sur 1, si je ne m'abuse. Donc, il y a toujours des efforts à faire. Donc, c'est pour dire que quand on va zoomer dans une cellule, on peut aller voir quelles sont les exigences qui s'appliquent à cette cellule-là pour mieux comprendre. Suivant. Alors, c'est aussi la même chose, comme je l'ai dit. Le site web fournira plus que des instantanés. On pourra voir, par exemple, les progrès et comparer, par exemple, les régions. Voilà. Suivant. On pourra présenter, par exemple, ici, nous voyons, par exemple, 5 comparaisons différentes. Voilà. Voilà, on a une série chronologique des scores de critères ou de catégories. On a une comparaison des scores de critères ou des catégories dans 2 régions OMS différentes. Donc, ça permettra de faire ça. C'est-à-dire qu'on peut comparer la région africaine à la région Europe, n'est-ce pas, pour des critères et des catégories données. On peut comparer les scores des critères et des catégories dans toutes les régions, les 6 régions de l'OMS. On peut regarder, pourra regarder ça quand le site sera complètement fonctionnel. Je vous dis, il y aura des aspects qui seront fonctionnels d'ici la fin de l'année. Ensuite, on peut aussi comparer des critères et des catégories d'un pays ou d'une région en 2 années différentes. C'est-à-dire qu'on compare en fait pour le même pays ayant réalisé par exemple des GEV à des années différentes, on peut comparer par exemple les scores des critères et des catégories. Et on peut tracer les scores des critères et des catégories sur une carte. Donc tout ça, c'est en fait des possibilités qu'offre ou qu'offrira en fait
le site GEV lorsque, par exemple, toutes ces fonctionnalités seront finalisées, on l'espère, d'ici la fin de l'année. Voilà. Suivant. Voilà. Donc, ici, par exemple, voilà, nous avons quoi? Nous avons, par exemple, le critère E6, n'est-ce pas? Avec la catégorie C3, voilà. Et donc, on peut voir pour les différentes régions qui sont listées ici, voilà, pour le critère E6 et la catégorie C3, ça correspond à un score sur le tableau chromatographique. Si vous prenez la catégorie C3 et vous prenez la fonction E6, ça correspond à un score. Si on compare ces scores-là d'une région à l'autre, voilà, ça vous donne un peu ces graphiques-là. Donc, vous voyez, c'est pour dire que avec la fonctionnalité donc, du site, on pourra comparer les régions entre elles pour des critères bien précis. Voilà. Voilà. Et donc, c'est véritablement en fait un avant-goût de ce qui va venir sur le site web global. Donc, c'est vraiment un aperçu de ce qui va venir. C'est pourquoi donc, nous vous parlons déjà de ça. Suivant. Voilà. Donc, je voudrais en fait vous remercier pour votre attention et repasser la parole à Alex pour la suite. Merci beaucoup, Adama. C'était une présentation très intéressante avec pas mal de données. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant. J'ai quelques questions pour vous. Alors, mais je m'adresse à nouveau aux participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou sur la section questions-réponses. Peut-être une question pour Modibo, parce que Modibo n'a pas pu faire sa présentation, la partie de la présentation. Modibo, peut-on dire que la GEV1 a apporté des résultats satisfaisants? Modibo, tu as entendu? En fait, signalons aux participants que Alex a quelques soucis de son. Donc, oui, prêtez bien l'oreille lorsqu'il parle. Modibo, à toi? Oui, oui. OK. Alors, non, on peut dire, oui, que ça a eu un effet positif dans le sens où il y a eu quand même un léger progrès. Si on regarde de 2009 par rapport à la première période de 2009-2012, ici on compare ça avec 2016-2019, on voit qu'il y a eu un léger progrès d'environ 8 à 10% points de pourcentage. Et donc, il y a eu un léger progrès, mais aussi ça nous a permis de prendre conscience aussi de certaines difficultés quand on voit par rapport aux différents critères. Certains critères avancent plus, d'autres n'avancent pas beaucoup et d'autres même reculent. Et donc ça nous permet de prendre conscience de certaines situations et d'essayer de trouver des solutions idoines. Donc l'un dans l'autre, je dirais oui, ça a été un progrès. Je voudrais aussi rebondir sur ce que Modibo a dit, c'est Adama, pour dire qu'on a beaucoup appris en fait de la GEV1 pour véritablement développer la GEV2. Donc, on n'arrête pas le progrès, c'est véritablement bâtir sur ce qui était là. Et rappelez-vous que la GEV2 a eu presque autour de, j'allais dire même presque 200 évaluations faites à travers le monde. Il y en a qui ont pu faire une seule évaluation, des pays qui ont pu faire une seule évaluation, d'autres en ont fait 2 ou 3, etc. Mais l'analyse, je voulais que Modibo en fait le vienne parce qu'il a fait une analyse en fait pour regarder les points forts et les points faibles. Ça n'a pas été développé dans ces slides-là, mais il est bon qu'il revienne pour montrer qu'il y a une tendance à avoir ce qu'on appelle des monts ou des collines et des vallées. Qui sont les vallées? Vallées dans le sens creux, pas vallées dans le sens service, mais dans le sens, il y a des creux et il y a des montagnes. Quels sont les creux? Quelles sont les montagnes? Il faut que tu attires notre attention là-dessus pour qu'on puisse effectivement avoir aussi ce regard de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. On dit bon? Oui, en fait, c'est ça une des principales leçons de cette expérience décennale. C'est qu'on a vu que
les critères qui sont liés aux aspects matériels, aux aspects équipements, aux aspects input ont progressé beaucoup plus que les critères qui sont liés à des aspects de gestion, qu'il faut intervenir le facteur humain. Par exemple, le critère E3 concernant les capacités, ça a progressé beaucoup. Le critère E4 concernant les équipements, le bâtiment et les transports, ça aussi, ça a progressé. De même que le critère E8 concernant les connaissances en gestion des vaccins, qui donc est les inputs en matière de formation. Et donc, ces critères-là ont avancé beaucoup plus que les critères qui demandent de la gestion, de l'intervention le facteur humain, et donc comme la gestion de la maintenance, la gestion des stocks, la gestion de la distribution et la gestion des fonctions d'appui. Cette dernière, E9, a eu même l'insigne honneur de régresser entre 2009-2012 et 2016-2019. Ça a régressé de 3 points de pourcentage. Alors, vous voyez que ça, c'est une grande leçon, qu'il ne s'agit pas tout simplement de se battre pour avoir plus d'équipements, plus de mobylettes, plus de bâtiments, plus de ceci, cela, et plus de formation, mais il faut aussi motiver les gens pour qu'ils puissent mieux gérer la maintenance, mieux gérer les stocks, mieux gérer la distribution et mieux mettre en œuvre les fonctions d'appui que sont le monitorage et l'évaluation et la supervision. Merci beaucoup, Modibo. J'ai une question de Bernadette de la RDC qui demande, donc il dit merci, qui vous remercie pour la présentation et qui demande quelles sont les causes de la contre-performance de certains indicateurs observés lors de la GEV2. Bon, moi, je sais pas, c'est une question vaste, mais je pense que je vais peut-être prendre quelques aspects pour être concret. Merci pour la question. La GEV2, vous voyez, pour dire que la GEV1, une différence avec la GEV2, et vous l'aurez remarqué par le fait que la GEV2 a beaucoup, déjà dans le cadre, mais également quand vous avez fait la GEV2, ce qui nous revient généralement, c'est que le questionnaire est bien, mais il est long. C'est-à-dire que la GEV2 essaie de rentrer dans les détails. Et comme on dit en français, parfois le diable est dans le détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez prendre un même critère, comme le critère E1, qui est la réception des vaccins. Vous allez prendre la GEV1, vous allez peut-être avoir un score, mais je suis sûr que vous aurez probablement un score plus élevé que si vous utilisez la GEV2 pour évaluer la même fonction. Pourquoi? Parce que dans la GEV2, qui est beaucoup plus granulaire, plus détaillée, vous allez trouver des choses qui ne s'embarrassent pas de vous dire tel détail n'est pas bon, tel détail n'est pas fait, tel détail, tel détail. Pourtant, dans la GEV1, peut-être que ce n'est pas expressément détaillé au point que vous ne trouvez pas en fait cette lacune-là qui se cache dans cette globalité. Donc, la GEV2 étant plus détaillée que la GEV1 peut expliquer aussi en partie la différence qu'on peut observer entre la GEV1 et la GEV2 pour certains scores. Mais qu'à cela ne tienne, en fait, l'idée n'est pas la différence, mais l'idée, c'est en fait de savoir si on améliore. Voilà. Donc, je pense qu'il faut focuser sur l'amélioration. Et ce que Modibo vient de dire, c'est qu'on apprend que la question de redevabilité, de responsabilité, ce que les agents doivent faire, ce n'est pas toujours fait. La supervision n'est pas toujours faite, n'est-ce pas? La maintenance n'est pas toujours faite. Les questions de collecte et de gestion de température, ce n'est pas reluisant. Pourtant, on a construit des hubs, on a eu de nouveaux équipements, CCOP, on a formé des gens. Donc, c'est pourquoi toutes ces fonctions qui relèvent de formation, beaucoup de gens ont été formés, beaucoup de gens ont reçu des équipements neufs.
beaucoup de gens ont construit des infrastructures, des hubs, mais la redevabilité du personnel à faire ce qu'il a à faire n'est pas là. Maintenance, ce n'est pas bon. Supervision, ce n'est pas bon. Gestion de la distribution. Gestion des stocks, gestion des distributions. Donc, c'est ça. Donc, je crois que véritablement, si on doit apprendre de ce que nous devons faire, c'est de regarder. Et c'est pourquoi la GF2 ouvre une fenêtre qui s'appelle catégorie produit. J'ai pris l'exemple de l'équipe de football. Ce n'est pas parce qu'on a un bon entraîneur, qu'on a un bon ballon, qu'on a un joli terrain, qu'on est payé beaucoup d'argent pour jouer, qu'on a des règles de jeu, etc., qu'on a des outils informatiques. On peut même regarder ou simuler les jeux dans des outils informatiques, etc., qu'on gagne. Donc, voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on a les intrants qu'on nécessairement gagne. Combien d'équipes ne se retrouvent pas à la Coupe du Monde, ne se retrouvent même pas à la CAN? Parce que, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup de choses, mais non, ils ne sont pas là. Parce que le résultat n'est pas là. Il faut bien jouer, il faut que l'homme soit redevable, fasse ce qu'il a à faire. Alors, Adama, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai quelques problèmes de son aujourd'hui. Okay. Adama, si je comprends bien, et ça c'est une question suivante justement toujours de Bernadette, qui demande quelles sont les mesures préconisées pour l'amélioration. Finalement, les premières mesures seront d'améliorer l'engagement du personnel, c'est ça si je comprends bien? Oui, pour être clair, il faut tout, mais l'engagement du personnel, la redevabilité du personnel est très important. Cela part du fait que, par exemple, si vous avez un personnel qui a été mal recruté, mal formé, qui ne peut pas faire ce qu'il a à faire, ou bien un personnel qui est frustré, qui n'est pas payé, qui n'est pas, etc., etc., il y a beaucoup, la hiérarchie, le type de management, n'est-ce pas, qui est frustré parce que le type de management n'est pas du tout, ne crée pas un environnement de choses. Tout ça, ça joue sur les résultats. Tout ça, ça joue sur les résultats. Mais quand cela ne tienne, il faut justement au cours des plans d'amélioration qui seront développés après les évaluations, faire vraiment une réflexion approfondie. Ce qu'on appelle l'analyse des causes profondes. Tant que ces causes profondes ne seront pas identifiées, on passera en fait d'une évaluation à l'autre et on piétinera parce qu'on n'aura pas résolu véritablement le problème. Ou même quand on l'a résolu momentanément, il n'est pas résolu à long terme. Or, ce qu'on souhaite, c'est que le programme soit véritablement un programme qui soit résilient. Pensez que si quelque chose dépend la gestion correcte de l'entrepôt dépend du gestionnaire qui est là aujourd'hui et il est remplacé par quelqu'un qui n'a pas la même motivation que lui, malgré tous les intrants qu'on lui aura donnés, la personne ne fera pas de résultat. Donc oui, il faut effectivement penser à l'implication des individus en termes de redevabilité. Et j'ajouterai à ça, parmi les individus, vraiment en termes de redevabilité, les managers sont les premières personnes visées. Parce que c'est eux qui doivent mettre en place la supervision qui va permettre au personnel de sentir que ce qu'ils font présente un intérêt pour le niveau supérieur et que c'est ça qui va les amener à être plus motivés. Et pour ça, il faut que les managers se rendent compte qu'il y a deux aspects managériaux qui sont importants à tous les deux à prendre en compte. Il y a les aspects structuraux, comme la planification, le contrôle, etc., etc. Et puis, il y a les aspects comportementaux qui impliquent la motivation, etc., etc. Donc, les sanctions, les sanctions positives comme les sanctions négatives, etc. Tout ça, c'est dans les aspects comportementaux du management. Et malheureusement, les managers se focalisent sur les aspects structuraux uniquement et oublient les aspects comportementaux, ce qui fait que le personnel se retrouve démotivé. Vous voyez? Et ça se traduit, le symptôme de ça, c'est que la supervision est la première fonction qui est éliminée dès qu'il y a le moindre petit problème financier. Vous voyez? Or, la supervision est l'élément clé qui peut déclencher toutes les autres fonctions de redevabilité. Okay.
Alex, il y a une question de Ilias Ouedraogo, j'aimerais rapidement, parce que je vois que... Voilà. Ilias pose la question si un évaluateur burkinabé peut avoir un gestionnaire national GEF provenant d'un autre pays, exemple la Côte d'Ivoire, qui sont en avance dans la GEF2, ou bien le gestionnaire pays est national forcément. Bon, dans le cadre de la GEF2, pour être clair, parce que peut-être que la question a d'autres aspects que je ne cerne pas, mais pour être clair, tel que je le comprends, en fait, la GEF2, le principe de la GEF2, c'est que la GEF2 octroie un territoire à chaque pays. Et ce territoire, c'est le site GEV. Dans le site web global, il y a le site de chaque pays. Et chaque pays est souverain sur ce site. Souverain veut dire que, en réalité, n'a accès à ce site-là que le gestionnaire national GEV de ce pays-là. Donc, si ce que vous appelez GEV, gestionnaire national provenant d'un autre pays, est là, il faut faire très attention parce qu'effectivement, c'est risqué. Même à l'intérieur du même pays, on n'octroie pas le rôle de gestionnaire pays entre guillemets, à beaucoup de gens, ni à n'importe qui, entre guillemets, encore entre guillemets. C'est pour dire que c'est vraiment le territoire souverain du pays. Et donc, il est recommandé, fortement recommandé, que la GEV dans un pays soit... Ça fait partie de l'appropriation du pays, de la GEV, parce qu'il pourra utiliser ça pour faire d'autres GEV. Donc, c'est sa plateforme. Donc, s'il y a inclusion de pays de quelqu'un qui a le pouvoir de gestionnaire national de ce pays-là, il peut tout faire, hein? Il peut tout mélanger, tout enlever, tout effacer, etc. Donc, ce n'est pas recommandé comme ça. Ce n'est pas comme ça que la GEV2 voit. C'est vraiment le leadership du pays d'abord. Parfait, merci beaucoup. Il y a une dernière question, on va peut-être la prendre rapidement et puis après on peut terminer. C'est une question d'Omar qui demande, quand on parle de la GEF2, parle-t-on de l'outil GEF2? Si oui, les résultats de mise en œuvre de la GEF2 dans certains pays sont-ils à mettre à jour? Quand on parle de la... En fait, parfois, disons qu'en réalité, il faut parler de la GEF. L'initiative GEF n'a pas changé. Et l'initiative GEV part de la préparation à l'évaluation et l'évaluation. Ensuite, la planification d'activités d'amélioration, deuxième étape. Troisième étape, la mise en œuvre des activités d'amélioration. Quatrième étape, le monitorage de la mise en œuvre des activités d'amélioration. Et on recommence. C'est ça l'initiative GEV. Quand on parle de GEV 1, de GEV 2, ça c'est vraiment pour se référer aux outils qui ont été utilisés pour faire la GEV. Mais il ne faut pas disséquer la GEV reste la GEV avec les mêmes initiatives, sauf qu'avec le temps, on utilise des outils différents. Dans un premier temps, de 2009 à 2019, on a utilisé l'outil GEV 1 et dans un deuxième temps, comme on a changé complètement de format, de cadre et puis l'utilisation des fonctions de nouvelles technologies de la communication dans la GEV2, on parle de GEV2. Voilà. Donc, c'est là où il faut, bien sûr, les outils ont des différences, mais je ne voudrais pas qu'on comprenne que GEV1, GEV2, c'est deux initiatives différentes. C'est la même initiative, c'est l'initiative GEV qui définit des standards pour la chaîne d'approvisionnement des vaccins et qui peut utiliser avec le temps des outils différents. Outil GEV1, outil GEV2. Alors, si tu permets, je voudrais ajouter qu'il ne faut pas confondre aussi GEV avec uniquement les évaluations. La GEV, ce n'est pas seulement l'évaluation GEV. Après l'évaluation, il y a la planification, la mise en œuvre, etc., etc. Et pour faire cette planification et cette mise en œuvre des actions d'amélioration, il faut connaître le b.a.-ba de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Comment monitorer la température?
comment faire une cartographie des températures, comment gérer les stocks, quels sont les principes de gestion des stocks, comment on gère la chaîne du froid, comment on fait la maintenance. Ça, ce sont les b.a.-ba de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus en réduisant la GEV uniquement à une évaluation. La GEV n'est pas uniquement une évaluation. C'est la mise en œuvre au quotidien des principes de gestion de la chaîne d'approvisionnement dans tous ces compartiments. De la chaîne du froid à la gestion des vaccins, au monitorage des températures, etc., etc., etc. Je voudrais vraiment qu'on ait ça en tête, que la GEV, ce n'est pas uniquement l'évaluation. Merci Modibo, c'est un rappel très important. Nous n'avons plus de questions et il est déjà presque 4h10 ici à Genève. Donc nous avons dépassé un peu le temps, mais nous avons pris le temps de répondre à tout le monde. Donc merci à tous d'avoir participé et un grand merci à nos panélistes, Idrissa, Modibo, Adama et à Solo d'être ici avec nous aussi, discrètement. Je vous remercie tous. Nous allons partager les liens par email. Je ferai aussi un rappel d'un webinaire qui a eu lieu il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, sur le sujet de la GEV 1, qui est très, très, très intéressant, qui a été fait par les mêmes panélistes. Donc, je vous enverrai ça aussi par email. Nous vous remercions. Nous remercions donc nos panélistes pour avoir fait ces webinaires sur la GEV en français, que nous allons essayer de diffuser très largement parce que je crois que ça peut être très utile à beaucoup de monde. Nous vous souhaitons à tous une excellente fin de journée ou journée qui commence, tout dépend où vous êtes, et nous espérons vous revoir tout bientôt. Merci à tous et au revoir. Au revoir.